Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous entretenir sur le trouble déficit de l'attention. La question, c'est quand est-ce qu'il faut intervenir, mais je pense que cette question est un peu restreinte. Et je vais parler en fait de la présentation, des traitements, de comment est-ce qu'on peut comprendre le trouble de l'attention. De toutes ces questions-là, je vais vous parler ce soir. Combien d'entre vous ont entendu parler du Ritalin? Eh ben voilà, la majorité d'entre vous. Combien d'entre vous ont un proche, un enfant qui prend du Ritalin? Ah, ok, donc c'est une bonne proportion également. Donc ça montre déjà que le trouble de l'attention est quelque chose de relativement prévalent dans la population générale. Combien d'entre vous prennent du Ritalin? Vous n'avez pas besoin de lever le Ok, donc... Avant de commencer, je décline un peu mes conflits d'intérêts. J'ai eu des grants de l'argent donc de certaines compagnies pharmaceutiques qui commercialisent des produits qui sont utilisés dans le trouble de l'attention. Donc c'est important de le savoir, même si je ne veux pas parler spécifiquement de certains médicaments. Alors, la question principale, c'est l'attention. C'est quoi l'attention? Écoutez, je pose cette question-là à mes collègues psychiatres, à mes collègues neuropsychologues, et à chaque fois, j'obtiens une réponse différente. L'attention, c'est une fonction qui est relativement difficile à définir. C'est un peu comme le temps. On a posé la question, qu'est-ce que c'est le temps? Toute personne sait c'est quoi, mais personne ne sait le définir. L'attention, c'est un peu ça. Mais je vais essayer de vous orienter un peu sur quoi l'attention. Vous savez que dans la vie quotidienne, nous sommes bombardés par de l'information qui nous vient de partout, de l'information qui nous vient du monde extérieur, comme de l'information qui nous vient de notre monde intérieur, de notre imagination, de nos représentations. Et donc, pour nous, êtres humains, c'est extrêmement important de pouvoir orienter notre activité, orienter notre conscience vers des tâches bien définies. Et donc, l'attention, c'est cette fonction qui est complexe. L'attention, c'est cette fonction qui est complexe et qui nous permet, en définitive, d'orienter notre activité et nos tâches vers un but bien spécifique et un but qui nous permet d'atteindre nos objectifs dans la vie. Donc, sur le plan neuropsychologique, l'attention va comporter un certain nombre de composantes, dont le plus important, c'est l'engagement de l'attention vers quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose qui est important pour nous, notre attention va être focalisée, va être captée par cette chose-là. Donc ça, c'est un élément important. Il y a également le désengagement des autres choses. Okay? Pour s'engager vers quelque chose, il faut également retirer notre attention de bien d'autres activités qui sont aux alentours. Donc il faut engager et il faut désengager. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'engager notre attention vers des choses qui sont dans le monde extérieur et qui sont importantes pour notre fonctionnement et pour notre adaptation. Par exemple, lorsque nous sommes au travail et qu'il y a une activité qui est importante à accomplir, c'est important d'orienter notre attention sur cette tâche-là et de laisser de côté les autres tâches. Mais quelquefois, vous avez un coup de téléphone et tout d'un coup, vous avez une autre tâche très importante qui vient. Donc, votre capacité de vous réorienter et de mettre des priorités est engagée à ce moment-là et ça fait partie de l'attention. Mais également, l'attention, c'est la fonction qui nous permet de filtrer les représentations intérieures, le défilement de nos pensées, les idées que nous avons. Nous sommes tout le temps également bombardés à l'intérieur de notre psychisme, de notre mental, par des idées. Et c'est important de filtrer quelles sont les idées importantes et quelles sont les idées qui vont nous permettre de résoudre des problèmes auxquels on fait face immédiatement. Donc, il y a cette notion d'engagement, de désengagement, à la fois pour les tâches qui sont dans le monde extérieur et dans notre vie mentale intérieure. Il y a également une fonction très importante, c'est l'inhibition, qui est en fait la fonction qui est très importante pour désengager. Et donc cette fonction d'inhibition est très importante surtout pour comprendre un peu le comportement impulsif. Dans le comportement humain, notre mental, notre cerveau nous permet d'inhiber énormément de choses dans des situations de vie quotidienne. Autrement,
on peut faire des choses qui sont inappropriées, autrement on peut faire des choses qui ne sont pas adaptatives pour nous. Et donc la fonction d'inhibition, c'est une fonction très importante. Et vous savez comment on appelle quelqu'un qui manque un peu cette fonction? C'est quelqu'un qui est impulsif. Donc c'est quelqu'un qui va ne pas pouvoir mettre des freins sur son comportement et présenter une impulsivité importante. Et là également, ça fait partie des fonctions d'attention, ou bien cette inhibition-là est très importante pour l'attention. Pourquoi? Parce que c'est en inhibant qu'on peut éventuellement mettre le plus d'efforts sur une tâche bien précise. Il y a également la mémoire qui est très importante pour l'attention. Bien évidemment, pour s'orienter vers une tâche, pour exécuter quelque chose, il faut qu'on retienne un certain nombre d'informations qui nous permettent de résoudre cette tâche-là. Et donc la mémoire de travail, la mémoire exécutive est très importante également. Et également la planification. La planification, c'est la capacité, quand on fait face à quelque chose, d'ordonner, d'organiser notre travail avec des priorités, quelle est l'étape numéro 1, quelle est l'étape numéro 2, etc., etc. Et donc la planification est également une fonction qui est très importante pour l'attention. Donc comme vous voyez bien, l'attention, c'est une fonction centrale qui a plusieurs composantes qu'on appelle des composantes exécutives, c'est-à-dire des composantes qui nous permettent de prendre des décisions, d'agir et d'orienter notre action. Ces fonctions exécutives sont bien sûr supportées par notre cerveau et particulièrement par les parties les plus antérieures du cerveau. Et je vais vous en parler un tout petit peu plus tout à l'heure. Alors, l'attention est donc un outil fondamental pour l'adaptation à notre milieu, aux exigences de la vie. Donc, c'est vraiment un outil. Quand vous pensez attention, pensez également comme tous les autres outils neurologiques dont on dispose qui nous permettent de résoudre nos problèmes et d'être actifs et de faire des choses. Par exemple, la vision est un outil qui nous permet de voir et de nous orienter. L'attention est également un outil qui est fondamental. Okay? Et c'est un outil qui est très très important, surtout quand on travaille, surtout quand on a à faire des tâches, surtout quand on a des exigences très importantes. L'autre propriété de l'attention, c'est qu'elle vient de manière extrêmement variable dans ses composantes dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'un individu à un autre, on peut avoir une variabilité très importante dans cette attention-là. Donc, si vous prenez une population de 100 personnes et que vous mesurez l'attention sur une échelle de 1 à 100, vous allez trouver que la majorité des personnes ont une attention qui est adaptative, qui est, on dit, normale, entre guillemets, mais vous allez avoir également un 5 ou un 10% qui vont avoir beaucoup de problèmes avec leur attention. Et donc, notre tâche ce soir, c'est de définir c'est quoi cette proportion de la population qui ont des difficultés d'attention. Et on parle de troubles de l'attention quand nos capacités d'adaptation sont dépassées. Donc, la question de troubles de l'attention, je n'ai pas parlé ici de maladie ou je n'ai pas parlé ici de syndrome, j'ai parlé essentiellement d'un trouble de l'attention et c'est vraiment quand nos capacités d'adaptation sont dépassées. C'est-à-dire que c'est quoi nos capacités d'adaptation? Dans l'adaptation, il y a toujours deux partenaires. Il y a un individu, il y a un environnement. Et donc, il y a toujours une négociation entre l'individu et son environnement. Et c'est ce qui arrive quand les exigences deviennent très importantes, les exigences attentionnelles deviennent très importantes. La personne peut être en souffrance parce qu'elle n'arrive pas à faire face à ces exigences-là et elle n'arrive pas à s'adapter. Donc il y a une rupture de cette adaptation et c'est là où on a un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et c'est là où il faut intervenir, c'est là où il faut probablement aider les personnes quand elles veulent de l'aide. Maintenant, cette notion de trouble de l'attention est rentrée dans la littérature médicale il y a à peu près un siècle. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Depuis déjà 1903, il y a ce qu'on appelle un médecin dont le nom est Steele qui a décrit le trouble de l'attention. En fait, par la suite, ça a été
considéré comme étant un minimal brain damage, c'est des dommages minimes au cerveau. Malheureusement, c'est pas vraiment une appellation qui est tout à fait correcte et elle ne traduit pas la réalité des choses. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait arrivé aux classifications les plus récentes et où le trouble de l'attention a été reconnu avec ses formes inattentives et avec ses formes hyperactives. Alors, quand je vous ai posé la question qui connaît le Ritalin, la majorité d'entre vous ont levé la main pour dire que oui, on connaît ce médicament-là. En fait, c'est le médicament qui a été introduit il y a déjà très longtemps pour le traitement de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité. On sait que ces médicaments agissent en augmentant l'attention et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais tout simplement pour dire que le déficit de l'attention ne laisse pas les gens indifférents, parce que c'est une question qui est très discutée dans le public, dans les médias, dans l'Internet, dans les blogs. Si vous allez mettre le déficit de l'attention dans l'Internet, vous allez trouver plusieurs pages. Certains sont pour ce diagnostic-là, certains sont contre ce diagnostic-là. Donc il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de fausses conceptions et il y a également de la stigmatisation. Quelles sont les idées un peu qui sont retrouvées et qui peuvent être fausses? Par exemple, on peut qualifier les personnes qui ont le trouble de déficit de l'attention comme cherchant de bonnes excuses pour ne pas travailler. Le déficit de l'attention est considéré comme une mode diagnostique. C'est des paresseux, ce sont des gens qui manquent d'efforts ou bien des gens immatures. Également, il y a toute la question du surdiagnostic du trouble déficit de l'attention. Quand on voit certains articles, on dit que le nombre de diagnostics a augmenté de 100% ou de 200% pendant les quelques dernières années. On peut également blâmer les parents pour les mauvaises compétences parentales en disant que ce sont des parents qui ne savent pas ou bien ne peuvent pas bien éduquer leurs enfants. Donc, il y avait également la notion que le trouble déficit de l'attention disparaît spontanément à l'adolescence. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui disparaît à l'adolescence. On sait de plus en plus qu'en fait, oui, c'est un trouble surtout observé chez les enfants. Oui, c'est un trouble développemental dans le sens où les gens se développent et ils peuvent guérir ou bien ils peuvent ne plus présenter de troubles de l'attention à l'âge adulte, mais on s'aperçoit également qu'il y a une bonne proportion des jeunes adolescents et des adultes qui gardent les déficits de l'attention et ces symptômes à l'âge adulte peuvent avoir également un impact très négatif sur leur fonctionnement. On pense également que c'est un trouble essentiellement du sexe masculin. En fait, oui, il y a une surdominance masculine, surtout donc à l'enfance du diagnostic, mais il y a surtout des différences dans la présentation clinique du trouble de l'attention. Les garçons vont avoir plus tendance à présenter de l'hyperactivité, les filles vont avoir plus tendance à présenter de l'inattention. On pense que la réussite scolaire et atteindre un niveau d'études supérieures est incompatible avec le TDAH, avec le trouble déficit de l'attention. Non, c'est pas vrai. Il y a des professionnels, il y a des médecins, il y a des avocats, etc., qui ont un trouble déficit de l'attention. Donc, on peut effectivement arriver à des compétences très significatives et très élevées, tout en ayant un trouble de l'attention. Mais par contre, en général, les gens qui arrivent à ce niveau-là doivent mettre le bouchée double pour arriver. Et donc, quelquefois également, ils n'atteignent pas le même niveau que leur père à la même intelligence et au même travail. Et il y a également toute la question de l'abus de substances qui tourne autour de troubles déficit de l'attention, parce que certaines personnes pensent que les médicaments qu'on utilise pour traiter le trouble déficit de l'attention, donc qui sont les psychostimulants, sont des drogues
Et ça également, c'est une fausse idée. C'est vrai que les médicaments qu'on utilise pour traiter le déficit de l'attention sont quelquefois abusés par les personnes qui n'ont pas le déficit de l'attention, parce que ce sont des psychostimulants. C'est un peu comme par exemple la morphine, qui est un antidouleur extrêmement puissant, qui peut être extrêmement utile pour les gens qui ont une douleur très importante, et ça peut être dévié de son usage médical et donner lieu à des addictions. Donc ça, c'est quelques mauvaises conceptions qui tournent autour du trouble de déficit de l'attention. Alors, qu'est-ce que le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire c'est un trouble qui est dû au fait que le cerveau se développe d'une manière légèrement différente de la normale, qui affecte les fonctions exécutives. Je vous ai parlé un peu des fonctions exécutives, et ces fonctions exécutives sont l'inhibition des pulsions, également l'activité motrice, ça fait partie de ces fonctions-là, et donc c'est ça le trouble de l'attention, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. C'est un problème chronique, c'est pas quelque chose qui va durer 1 mois ou 2 et qui va disparaître, mais c'est un problème qui est là. L'intervention médicamenteuse ou bien l'intervention psychosociale ou bien psychologique peuvent aider à contrôler les symptômes et dans bien des cas peuvent amener des rémissions, mais c'est un problème qui est durable. C'est une condition qui est hétérogène. Pourquoi c'est une condition hétérogène? Parce qu'en fait, les fonctions qui sont atteintes chez une personne et chez une autre ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, on peut avoir une variabilité clinique très, très importante. On peut avoir des enfants ou bien des adultes qui sont essentiellement hyperactifs. On peut avoir des personnes qui sont essentiellement inattentives. Également, c'est un trouble qui est très hétérogène parce qu'on voit beaucoup de comorbidités, surtout des troubles neurodéveloppementaux qui sont associés. Alors, on peut avoir le trouble déficit de l'attention avec, par exemple, un Gilles de la Tourette, c'est la maladie des tics. On peut avoir un trouble déficit de l'attention avec des troubles de l'apprentissage. C'est très fréquent, les troubles de l'apprentissage, que ce soit des difficultés au niveau de la lecture ou bien au niveau des mathématiques. On peut avoir des troubles d'attention qui sont associés avec les troubles de l'opposition. Donc, en fait, cliniquement, quand on voit les enfants et quand on voit les adultes, on voit une grande variété de présentations. Mais le trouble de l'attention est un peu au centre de toutes ces pathologies. Donc, un élément important également, c'est que la recherche dans les 50 dernières années, à la fois pharmacologique, mais également l'imagerie cérébrale, la génétique, etc., nous ont permis de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes ou bien sur un certain nombre d'indices qui nous montrent que effectivement le trouble de l'attention est vraiment enraciné dans le développement du cerveau. Ce n'est pas seulement de la paresse ou bien de la mauvaise volonté, mais il y a des caractéristiques développementales qui font que ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de difficultés que les autres personnes à s'adapter et à faire face aux exigences. Est-ce que c'est fréquent? C'est très fréquent. La prévalence dans la population générale des enfants d'âge scolaire est environ 6 à 9%. Probablement certains d'entre vous disent que c'est possible que ça soit spécifique aux sociétés occidentales parce que on met en avant le travail scolaire, on valorise énormément le travail scolaire et les performances académiques. Mais en fait, il y a eu des études qui ont été faites un peu partout dans le monde et quasiment l'ensemble des études qui utilisent le même critère diagnostique arrivent à la conclusion que la moyenne de cette prévalence à travers le monde est à peu près de 5%. Que ça soit en Afrique, que ça soit au Moyen-Orient, ou bien en Europe, c'est vraiment une prévalence de 5%. 70% de ces enfants-là vont avoir des symptômes également quand ils vont atteindre l'âge de l'adolescence. Environ 50 à 60% de ces enfants-là, à l'âge adulte, vont avoir un trouble déficit de l'attention. Et à peu près 4% à 5% des adultes vont avoir des troubles déficit de l'attention qui vont impacter négativement sur leur fonctionnement. Donc, la prévalence de ce trouble-là est quand même très très importante comparée à certains troubles psychiatriques, à certains autres troubles psychiatriques. C'est pas
pour rien que vous avez tous effectivement répondu que vous connaissez ce médicament qui est très utilisé et beaucoup d'entre vous connaissent des proches qui sont traités pour un trouble déficit de l'attention. Venons maintenant aux symptômes. Donc, quand on parle de trouble de l'attention, il y a 3 dimensions comportementales qui sont importantes à évaluer. Il y a premièrement l'inattention, il y a deuxièmement l'impulsivité, il y a troisièmement l'hyperactivité. Et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut voir des enfants où on a la majorité de ces sphères-là, de ces composantes-là qui sont présentes dans le tableau clinique. Ce sont ce qu'on appelle les formes mixtes qui représentent à peu près 80% des cas. Il y a également des formes inattentives pures. Et ces formes inattentives, c'est les enfants qui vont présenter uniquement une attention, qui sont ce qu'on appelle les enfants lunatiques et qui ne vont pas du tout être hyperactifs. Et il y a une minorité d'enfants qui vont être très hyperactifs, mais qui n'ont aucun problème de l'attention. Donc, dans notre pratique clinique, qu'est-ce qu'on voit en début d'année? Les enfants qui vont nous être référés par les professeurs, par les parents, par les éducateurs, ce sont les enfants qui vont présenter surtout de l'hyperactivité. Pourquoi? Parce que ces enfants-là vont être très rapidement repérés parce qu'ils perturbent la classe. Mais en fin d'année scolaire, on commence à voir les enfants qui sont inattentifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tranquilles dans leur coin, dans la classe. Personne ne parle de ces enfants-là. Et puis, petit à petit, le professeur s'aperçoit, oh mon Dieu, cet enfant-là n'est pas du tout en train de suivre. Il est en train de rêvasser, il n'est pas là et donc les acquis académiques n'ont pas été faits, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'en apercevoir. Donc, ça c'est les principales dimensions. Quand on fait également nos évaluations des enfants avec les parents, je commence toujours par faire une histoire développementale, donc à partir de la grossesse, parce que on sait que des grossesses difficiles, des accouchements difficiles, des complications néonatales et périnatales peuvent avoir un impact sur le développement du cerveau et souvent sont associés avec des difficultés d'attention par la suite. Et puis par la suite, dans ma revue de ce développement-là, je commence à poser les questions et dans la garderie, comment est-ce que votre enfant s'est comporté? Et en général, on va voir que effectivement, les petits problèmes commencent à apparaître très très jeunes à la garderie. On va avoir des enfants qui vont mordre les autres enfants, qui sont un peu agressifs, renversant les choses, ayant une curiosité insatiable, n'a peur de rien, peut se mettre ou mettre les autres en danger, difficulté à se conformer aux consignes. Et puis parfois, c'est des enfants qui jouent avec une certaine vigueur, ne font pas leur sieste et restent très actifs et ne veulent pas se conformer aux consignes, des enfants obstinés, bruyants, interrompant les autres, faisant des crises de colère. Et déjà, à l'enfance et très jeune, on peut commencer chez certains enfants à voir des éléments de la perte de confiance en soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a ces difficultés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh ben, la gardienne de la garderie va dire, OK, va au coin, ou bien va blâmer, ou bien va avoir un certain retour négatif. Et l'enfant commence à être un peu mis à l'écart et quelquefois déjà la confiance en soi peut être touchée. Puis, bien sûr, vient la période scolaire. Et c'est là où on va commencer à avoir la majorité des références. Et c'est là où on va commencer surtout à traiter les enfants qui ont de l'hyperactivité. Le diagnostic actuel fait de sorte qu'on ne peut pas porter un diagnostic de déficit de l'attention avant l'âge de 7 ans. C'est un des critères diagnostiques. Mais par contre, on doit trouver des symptômes avant l'âge de 7 ans pour pouvoir porter un diagnostic. Là également, donc les symptômes qui vont être surtout rapportés, ce sont des enfants qui sont facilement distraits. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à se concentrer pendant longtemps sur leurs tâches. Ce sont des enfants qui vont avoir des visites fréquentes dans le bureau du directeur. Ce sont des enfants qui sont perçus comme immatures, ne veut pas ou ne peut pas accomplir les tâches à la maison, prédisposés aux accidents, n'attend pas son tour dans le jeu, donc perturbe les jeux.
Parfois, il perturbe souvent la classe, interrompt souvent les autres et impose sa présence. Également là, on va commencer à voir avec les visites dans le bureau du directeur, avec les réprimandes, avec toutes ces, avec les devoirs qui ne sont pas faits, etc. L'enfant commence à avoir encore un coup sur l'estime de soi. L'adolescence, ça continue. Donc, ce sont des enfants, des adolescents qui vont avoir cette tendance à procrastiner. La procrastination est un symptôme assez important de troubles déficit de l'attention chez les adolescents. Remettent tout à plus tard, font tout à la dernière minute à la hâte, incapables de travailler de manière autonome, incapables d'attendre pour obtenir satisfaction. Et là, quelque chose d'important va apparaître, surtout en lien avec l'impulsivité. Les jeunes adolescents vont avoir leur permis et avec cette impulsivité-là et avec les troubles de l'attention, l'hyperactivité, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est la vitesse au volant. C'est quelquefois le conduite en état d'ébriété. Les relations sexuelles non protégées, également l'impulsivité. Quand on est dans des situations d'urgence comme ça, on peut ne pas se protéger. Et l'abus de substances, donc la tendance à aller prendre des drogues qui va être favorisée par l'impulsivité. Parfois, peuvent ressentir une certaine agitation. Comme je vous ai dit, l'hyperactivité va avoir tendance à diminuer avec l'âge et à la place de l'hyperactivité, on va avoir surtout un sentiment d'agitation interne, apparemment peu préoccupé de sa propre sécurité, donc blessures et accidents, difficulté au conflit avec l'autorité, beaucoup d'opposition. Et le trouble oppositionnel, l'opposition est quelque chose également qui vient avec le déficit de l'attention. Je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Faible estime de soi, là également, ça va encore la boule de neige continuer à s'accumuler et les personnes vont avoir des difficultés à équilibrer leur estime d'eux-mêmes. Mauvaise relation avec le père. Si on est impulsif, si on a tendance à réagir de manière violente, etc., on peut perdre ses amis. Difficultés d'apprentissage et récompenses et punitions ont habituellement peu d'effet chez les adolescents. Alors bien sûr, la population particulièrement, une population particulière, c'est les jeunes qui sont aux études. Donc c'est la mauvaise gestion d'études, c'est les devoirs qui sont rendus à la dernière minute, c'est la mauvaise organisation, le rendement scolaire qui va en souffrir, les sprints d'études juste avant les examens, les nuits blanches juste avant les examens. Pourquoi? Parce que on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas se préparer à l'avance, on ne sait pas utiliser son temps de manière judicieuse. Et les comorbidités dont on a parlé tout à l'heure, l'abus de substances, les troubles de l'apprentissage et l'estime de soi, les échecs vont finir par se développer en dépression, en vraie dépression. Donc on peut voir beaucoup de dépressions qui sont en fait les résultats de toute cette amalgame de phénomènes qui se sont passés dans la vie d'un individu. Chez les adultes, l'hyperactivité apparente diminue beaucoup, donc on ne voit pas cette hyperactivité, mais les adultes vont avoir surtout un sentiment d'agitation interne, manque d'organisation, difficulté à établir et à maintenir les routines, manque de discipline, des oublis fréquents, les clés, etc., difficulté à clarifier les idées, l'impulsivité, les performances qui sont nettement sous le potentiel de l'individu et l'instabilité des personnes qui vont changer énormément de travail sur un coup de tête, il va changer d'emploi, souvent en retard également, donc ils vont avoir des difficultés avec leur patron. Les relations interpersonnelles, surtout les relations conjugales, vont en souffrir parce qu'il y a beaucoup de conflits à cause de cette impulsivité et à cause du manque d'organisation. Et là également, faible estime de soi qui va quelquefois se développer en dépression. Donc, à travers cette revue assez rapide des présentations globales de troubles déficit de l'attention à travers les âges, on voit que ce qu'on observe initialement au début de la vie, c'est surtout l'hyperactivité qui va être apparente et qui va attirer l'attention.
Quelquefois, les mamans me disent que dans mon ventre, il était déjà hyperactif. Donc, je sentais l'hyperactivité déjà quand il était dans le ventre. Et puis par la suite, vers l'adolescence, c'est surtout l'impulsivité qui va prendre le dessus. C'est surtout l'impulsivité qui va être observée cliniquement et qui va être problématique pour les jeunes adolescents, causant quelquefois des problèmes sérieux. Et puis par la suite, à l'âge adulte, c'est surtout l'inattention, la difficulté de s'organiser, la difficulté d'orienter notre attention vers les tâches.